Bonjour Charles, Bonjour Aurélia, ravi de t'accueillir sur le podcast. merci pour ton invitation. Alors, on va pouvoir parler philosophie aujourd'hui, c'est une première sur cette chaîne. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je te laisse te présenter de la façon dont tu le souhaites. Donc je m'appelle Charles Robin, j'ai actuellement 39 ans, j'ai eu une carrière de professeur particulier en philosophie pendant plus d'une dizaine d'années. Avant ça, j'ai fait des études de philosophie à Montpellier, donc j'ai un master de philosophie. J'ai également été manutentionnaire pendant toute la durée de mes études et même un peu plus. Et si je le précise, si je considère que ça fait partie intégrante de ma présentation, c'est parce que ça, si tu veux, ça définit bien le personnage que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui a toujours eu un rapport au concret, un rapport au travail, un rapport aussi aux classes populaires dont je proviens. Et ça donne une clé de compréhension sur ma manière de faire de la philosophie, sur ma manière de transmettre la philosophie, c'est-à-dire de m'adresser de la manière la plus claire, la plus concrète et la plus accessible qui soit. Et donc aujourd'hui, ben, c'est ça mon travail, vulgarisateur de philosophie. Donc j'ai une chaîne YouTube et un podcast qui s'appelle Le Précepteur, une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Le Précepteur à l'essentiel, sur lesquels je présente la pensée des grands philosophes d'une manière, je dirais, initiatique, plus que d'une manière euh, encyclopédique. C'est-à-dire, je fais pas du Wikipédia. Je ne bombarde pas d'informations. J'essaye plutôt de créer un chemin de réflexion pour que les gens soient confrontés à des manières de voir le monde dont ils n'ont peut-être pas l'habitude, qu'ils ne connaissent peut-être pas, pour leur ouvrir l'esprit, hein, disons-le comme ça. Et là, récemment, j'ai sorti un livre qui s'appelle La philosophie, c'est pour vous aussi, dans lequel je fais la même chose que sur ma chaîne YouTube, mais sous forme écrite, c'est-à-dire une petite histoire qui introduit la pensée d'un auteur, suivie de l'explication de la pensée de cet auteur. Et le livre marche assez bien, j'ai des très bons retours, donc je suis très content de ce parachèvement de mon travail sous la forme écrite. Et alors, comment la philosophie est-elle entrée dans ta vie et qu'est-ce qu'elle a changé? Alors, euh, j'aime bien ta formulation, parce que j'ai presque envie de dire que la philosophie n'est jamais entrée dans ma vie, mais qu'elle a toujours été là. C'est-à-dire qu'elle a toujours été là, peut-être même dans la salle d'accouchement, puisque aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours interrogé, je me suis toujours questionné. Alors ça, tu me diras, c'est le propre de beaucoup d'enfants, de poser la question pourquoi, de chercher toujours à comprendre le monde. La différence, c'est que j'étais moins intéressé par la compréhension des choses matérielles, des choses pratiques. Tu vois, j'ai jamais été quelqu'un qui essayait de démonter les objets pour les comprendre. Tu vois, j'ai pu le faire à une période, mais c'est pas ça qui me passionnait. En revanche, je passais énormément de temps à me questionner sur des choses générales, sur des choses de la vie, sur des choses de l'existence, sur des choses de l'être humain. Et donc, mais pourquoi à moi? C'était pourquoi la vie? C'était pourquoi le temps, pourquoi la mort, pourquoi le bien et le mal. Tu vois, ce genre de questionnement dont j'ignorais à l'époque, puisque j'étais enfant, qu'on appelait ça de la philosophie. Et un jour, j'ai découvert qu'il existait un mot, philosophie, qui recouvrait l'ensemble de ces questionnements-là. Donc j'ai fait de la philosophie avant de savoir que la philosophie existait. Tu vois, je suis un peu le monsieur Jourdain de la philosophie. Et, euh, et un jour, j'ai rencontré la philosophie face à face. Et cette fois-ci, c'était au lycée, quand j'étais en terminale. Et là, je me suis dit, mais en fait, là, je découvre qu'il y a des gens dont le métier consistait à se poser les questions que je me pose depuis que je suis enfant. Donc je trouvais un écho, je trouvais une résonance à mes propres questionnements que je croyais être des questionnements assez naïfs, que je croyais être des questionnements tout à fait personnels et subjectifs. Et je me rendais compte que non, que c'était des questions qu'on trouvait chez les grands philosophes depuis l'Antiquité, qu'on trouvait chez Platon, qu'on trouvait chez Marc Aurèle. J'ai été très marqué par Marc Aurèle étant jeune, mais qu'on trouvait aussi chez des auteurs beaucoup plus complexes et contemporains comme Heidegger ou même Jean-Paul Sartre. Et donc c'est comme ça que j'ai compris que finalement la philosophie c'était peut-être fait pour moi, parce que pendant très longtemps j'ai pensé
que ça n'était pas fait pour moi, que ça ne m'était pas accessible. Et d'ailleurs, j'ai continué à le penser pendant mes études en réalité, hein, mais j'avais une attraction vers cette discipline. Et finalement, j'ai persisté jusqu'à devenir le vulgarisateur que je suis devenu. Et alors, quand tu vulgarises certains concepts, comment tu fais pour ne pas trop trahir la philosophie et que ça devienne un peu du développement personnel? Alors ça, c'est une grande question et c'est une question qui nous accompagne toujours quand on est dans la vulgarisation, c'est-à-dire traduire sans trahir. Hein, tu sais, on dit, il y a un adage qui dit toute traduction est trahison. Et c'est pas faux dans l'absolu, parce que on choisit d'expliquer ce qu'a dit un auteur avec d'autres mots que ceux qu'il a choisis pour expliquer ce qu'il pense. Ce qui est déjà en soi, tu vois, un peu particulier quand on y songe. On devrait aller directement au texte. Donc moi, j'encourage toujours mes auditeurs à aller directement au texte. L'ennui, c'est qu'il y a des textes qui sont difficiles. Pourquoi ils sont difficiles ? Parce qu'il y a on va dire, toute une panoplie de concepts techniques qui sont difficiles à comprendre et qui nécessitent un apprentissage. Un apprentissage des définitions, un apprentissage aussi des courants de pensée pour comprendre d'où parle le philosophe en question. Donc à quel courant il appartient, ça permet aussi de gagner du temps et de faciliter la compréhension. Et donc moi je fais ce travail un petit peu d'accompagnateur, hein, mon pseudo c'est le précepteur, j'accompagne mon auditeur dans l'exploration d'une pensée sans chercher à être absolument exact, parce que je préfère la justesse à l'exactitude. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pourra me reprocher de faire dire à Spinoza quelque chose qui est un peu différent de ce qu'il dit réellement, forcément, puisque je le traduis. Donc c'est forcément un peu différent. Mais d'essayer de conserver l'esprit de ce qu'il dit, c'est-à-dire de conserver la substance de sa pensée. Et c'est pour ça que je vais m'autoriser de recourir à des exemples concrets qui, par définition, ne seraient pas les exemples qu'aurait pris Spinoza, parce que au XVIIe siècle, on n'utilise pas les mêmes exemples qu'au XXIe. Donc j'essaye toujours de me dire, est-ce que je suis fidèle à l'esprit de la pensée de l'auteur ? Hein, tu sais, c'est saint Thomas d'Aquin qui disait, il y a la lettre de la loi et il y a l'esprit de la loi. Moi, je m'éloigne de la lettre du texte pour essayer de me rapprocher de l'esprit du texte, de qu'est-ce qu'il a voulu dire. Et à partir du moment où je fonctionne comme ça, j'assume de m'éloigner de l'académisme. J'assume de m'éloigner du côté un peu professeur qui utilise très exactement le langage de l'auteur. Non, je fais en sorte de le transformer pour que l'auditeur puisse se l'approprier. Et une fois que l'auditeur s'est approprié l'esprit, là il peut aller au texte et puis rentrer plus concrètement et directement dans la pensée de l'auteur. Quels sont les retours, que ce soit de la part de tes étudiants, parce que tu as aussi été professeur particulier, ou bien d'internautes qui t'ont le plus touché ? J'en ai un toujours qui revient et qui d'ailleurs est à l'origine, non pas du livre mais de son titre. C'est le commentaire qui consiste à dire je pensais que la philosophie n'était pas faite pour moi. Moi j'aime bien la formulation parce que c'est pas grâce à vous je découvre que la philosophie est aussi faite pour moi, c'est je pensais que ça n'était pas fait pour moi. Cette tournure négative, je la trouve très intéressante parce qu'elle traduit ce que j'ai longtemps éprouvé moi-même, c'est-à-dire un sentiment d'impuissance et un sentiment d'infériorité. La philosophie, c'est une discipline impressionnante. C'est pas la seule. L'astrophysique, c'est très impressionnant aussi. Les nouvelles technologies, pour moi, c'est très impressionnant. Mais la philosophie, ça reste impressionnant et en plus, ça jouit ou ça pâtit, tout dépend du point de vue, d'un statut, d'une aura. C'est prestigieux, la philosophie, dans l'imagerie populaire. Et donc, quand on me dit je ne pensais pas que c'était fait pour moi, j'entends quelqu'un qui a souffert d'un complexe d'infériorité vis-à-vis de la philosophie et qui se met à découvrir qu'en fait, on lui a menti. On lui a menti pas directement, on lui a pas dit la philosophie n'est pas faite pour toi, mais on lui a laissé entendre que la philosophie était une discipline réservée à une élite
et qui ne faisaient pas partie de cette élite. Parce qu'il n'y a qu'à voir les émissions philosophiques ou les émissions culturelles en général, avec la figure de ce que j'appelle l'intello. L'intello n'est pas l'intellectuel. L'intello, c'est celui qui a les attributs extérieurs de l'intellectualité, c'est-à-dire une sorte de visage un peu sévère, avec des lunettes, qui emploie des mots compliqués, qu'on imagine tout le temps en train de penser, mais il est tellement en train de penser, il est tellement replié dans sa pensée qu'il ne s'ouvre pas sur la transmission aux autres. Et moi, je trouve ça dommage, parce que la pensée, ça se partage. La pensée, c'est comme le feu. Le feu, ça se partage, et quand on donne le feu à quelqu'un, on ne perd pas le sien. Donc ça se multiplie, le feu. Et c'est précieux, et ça éclaire, et parfois ça réchauffe, donc ça réconforte. J'aime beaucoup cette métaphore du feu de la connaissance. Moi, je pense que la philosophie est un feu qu'il faut transmettre. Quand tu as annoncé à tes proches, donc ta famille, tes amis, que tu voulais faire des études de philosophie, comment ont-ils réagi ? Je crois que je ne l'aurais même pas annoncé, en fait. J'étais un adolescent en quête d'émancipation à tous les niveaux. D'émancipation géographique, je voulais partir de ma ville, Béziers. D'émancipation familiale, économique. C'est pour ça que j'ai commencé à travailler très tôt pour pouvoir m'assumer financièrement. Ce qui fait que il n'y a pas vraiment un moment où j'ai annoncé que j'allais faire des études de philosophie. Je dirais plutôt qu'un jour, j'ai informé mes parents que je m'étais inscrit à la fac de philo. Et alors, leur réaction, elle n'a pas été, je veux dire, ils n'ont pas été surpris. Ils n'ont pas été non plus inquiets. Parce que, je pense, ils m'ont toujours fait confiance. Ils voyaient que je réussissais à l'école, que j'avais des bonnes notes, que j'avais eu mon bac avec mention, et que même si j'étais un peu bizarre parfois, et que même si je cultivais une sorte d'attitude paradoxale, c'est-à-dire à la fois je m'intéressais à la philosophie, à la poésie, à la littérature, à tout le domaine de la culture, mais en même temps j'étais aussi un garçon des rues, j'aimais bien traîner avec mes potes, et puis j'ai fait les 400 coups. Donc ils savaient que j'étais quand même quelqu'un de responsable. Et que j'allais pas finir à faire la manche dans la rue, hein, si je puis employer cette image. Surtout, mes parents ne viennent pas de milieu intellectuel. Ils n'ont pas fait d'études, n'ont pas de diplôme. Ma mère n'avait pas son bac. Et donc, pour eux, que je réussisse à l'école et que j'ai mon bac, c'était déjà en soi une réussite. Tu sais, c'est la génération des parents qui pensaient encore que si tu avais ton bac, c'était bon. Quelque part, tu allais réussir ta vie d'une façon ou d'une autre, quoi. Et en fait, moi, je ne me satisfaisais pas du tout du bac, et je ne me satisfaisais pas non plus d'un métier qui me permettrait simplement de vivre correctement. C'était pas ça mon idéal. Mon idéal, c'était de faire quelque chose qui me passionne, quelque chose qui me plaise, qui me motive. Et la philosophie, ça me plaisait, ça me passionnait, ça me motivait. La seule chose, c'est que je savais pas vraiment sur quel métier ça allait déboucher, parce que à part prof, en philosophie, il n'y a pas énormément de débouchés. Et à cette époque-là, je voulais pas du tout être prof. En tout cas, je voulais pas être prof en lycée. En université, à la limite, mais pas en lycée. Et donc, chaque année de mon cursus de philosophie, je pensais que ça allait être ma dernière année d'études, et que l'année d'après, j'allais faire de vraies études. Vraies études, c'est-à-dire des études qui dirigent vers un métier. Et pendant un moment, c'était le journalisme. Je voulais faire une école de journalisme. Alors, il y en avait une à Aix-en-Provence, dans le sud. L'ennui, c'est que une école de journalisme, ça se paye. Et on n'avait pas les moyens. Moi, avec ce que je gagnais par mon travail, ça ne me permettait pas non plus de payer une école. Les droits d'inscription à la fac, surtout quand on est boursier, c'est pas grand-chose. Ça, je pouvais. Donc, je dirais que finalement, je suis resté en philo, avec chaque année le même questionnement, est-ce que ce sera ma dernière année ou pas? Et finalement, c'est ironique parce que en cumulé, j'ai fait 8 ans d'études. Je dis en cumulé parce que 5 ans pour le master, 2 redoublements volontaires. Pourquoi? Parce que j'avais des droits à la bourse que je voulais utiliser. Et donc, je faisais en sorte de ne pas rendre tous mes partiels pour ne pas valider mes semestres, pour pouvoir, l'année d'après, les repasser et aller écouter des cours en auditeur libre. Donc, c'est comme ça que j'ai
été auditeur libre dans des cours de sociologie, dans des cours de mythologie, d'études des religions, d'anthropologie, sciences humaines, quoi, sciences humaines et sociales. Et un jour, j'ai fini par donner des cours particuliers. Et c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage de l'enseignement et de la transmission. Tu écris dans ton livre que durant ta première année d'études de philosophie à l'université, tu entendais des professeurs utiliser des mots un peu barbares comme métaphysique, transcendantal, phénoménologie, que tes camarades semblaient très à l'aise et qu'ils citaient des auteurs dont tu n'avais jamais entendu parler. Comment tu t'es senti dans ce nouveau milieu, à la fois intellectuel et social? Est-ce que tu te sentais pas à ta place, pas légitime? Est-ce que toi-même tu avais ce sentiment d'infériorité? Ah oui, mais je me sentais comme un jeune de banlieue dans le hall du Georges V. Autrement dit, je ne me sentais pas du tout à ma place. Alors attention, je ne me sentais pas à ma place, mais j'avais une capacité d'adaptation sociale qui faisait que je n'étais pas non plus gêné. Je n'avais pas honte d'être là, je ne me faisais pas tout petit. Mais simplement, je ressentais un décalage entre mes camarades et moi. Parce que la plupart de mes camarades étudiants provenaient de milieux petits bourgeois ou classe moyenne supérieure. Là où moi, je venais vraiment des classes prolétaires. Et on était deux dans cette situation. D'ailleurs, le deuxième était plus âgé que moi et il avait un travail en plus de ses études. Et c'était le meilleur étudiant, quand je dis le meilleur, c'est-à-dire celui qui avait les meilleurs résultats. Et c'est celui qui a eu son concours. Lui, c'était le CAPES, c'était pas la Greg, parce qu'il voulait devenir professeur très rapidement. Il n'était pas intéressé par l'université. Et il a eu son CAPES haut la main. Donc c'était le seul avec qui je me sentais une sorte d'affinité. Et les autres, pas du tout. Et j'ai souvent eu l'occasion de le dire, je m'entendais beaucoup mieux avec mes collègues de travail. Donc j'étais manutentionnaire à Auchan, à Béziers. Donc mes collègues de travail, c'était des manutentionnaires comme moi, c'est-à-dire des gens dont les journées commencent à 3 heures du matin, qui mettent de la marchandise en rayon pendant 7 heures, qui ont 21 minutes de pause, parce que 3 minutes par heure. C'était les caissières, les hôtesses de caisse. J'étais là à l'époque où on les a rebaptisées hôtesses de caisse, parce que soi-disant caissière, c'était péjoratif, et j'avais dit au directeur avec ma désinvolture de l'époque, très bien, c'est péjoratif, mais est-ce que leur salaire n'est pas péjoratif lui aussi? Ça a dû plaire, comme remarque. Avant de changer leur nom, est-ce qu'on pourrait pas changer leur salaire et les augmenter peut-être, parce qu'elles font un métier difficile? Toujours est-il que j'étais beaucoup plus à mon aise dans ce milieu des gens normaux dont je venais, et mes collègues m'encourageaient dans mes études. C'est-à-dire qu'il y a aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on vient d'un milieu populaire où c'est difficile, on souhaite soit s'en extraire. Quand je dis s'en extraire, c'est-à-dire vivre un peu mieux, vivre dans des meilleures conditions. Moi, j'ai connu énormément de mères de famille qui travaillent à Auchan, qui me disaient « Mais si j'avais la possibilité de ne pas travailler à Auchan, je saisirais cette possibilité, mais je ne peux pas faire autrement. » Voilà. Et qui me disaient « Mais si toi, tu as la possibilité de faire autre chose de ta vie, mais fais-le. Fais-le parce que ce serait presque une insulte envers nous que tu ne saisisses pas l'opportunité que tu as. Donc, continue tes études, réussis tes études, et puis essaye d'avoir une vie un peu plus confortable que la nôtre. Une vie que tu choisisses. » Et donc voilà. Donc j'étais dans une espèce d'entre-deux mondes. Le monde estudiantin, où j'essayais d'évoluer, j'essayais de m'adapter, mais sans enthousiasme. Et le monde du travail, où j'étais beaucoup plus à mon aise, mais dont je me disais en même temps qu'il allait peut-être pas falloir que j'y prenne racine. Alors justement, ton exemple, il montre bien cette ascension sociale, ce qu'on appelle être transfuge de classe. Mais est-ce que quand dès l'enfance, on a intégré des croyances, des codes sociaux, des habitudes, est-ce qu'on peut vraiment s'en extirper, échapper à son milieu, à ce qu'on appellerait le déterminisme social? Oui, le déterminisme social tel qu'il a été étudié et montré par des sociologues comme Pierre Bourdieu par exemple, la théorie de la reproduction.
Bien sûr que c'est très compliqué. Statistiquement, c'est très rare qu'on passe d'un milieu populaire à un milieu aisé. Il y a un facteur chance qui est très important là-dedans. Et puis il y a aussi un facteur qui, sans être de la chance, relève, disons, de la singularité hasardeuse, c'est-à-dire que socialement, j'étais programmé à être un prolétaire, mais quelque chose en moi voulait autre chose et m'a poussé à faire en sorte d'aller vers la philosophie, d'aller vers le monde de la pensée. Mais ce quelque chose en moi qui m'a fait faire ça, je ne le maîtrise pas. C'est-à-dire que je n'ai pas décidé d'avoir la volonté de faire autre chose de ma vie. Euh, Mais ce serait dû à la personnalité, tu penses, oui, de je chacun? je pense que c'est en partie dû à la personnalité et à des facteurs euh, tellement multiples, tellement indicibles, tellement difficiles à identifier que ben, c'est ce que certains appellent le hasard. Et, euh, et pour moi, la volonté que j'ai eue de faire de la philosophie et d'en faire mon métier, je n'ai pas eu la volonté d'avoir cette volonté. Notre volonté ne dépend pas de notre volonté, si tu veux. Ça Hmm. s'est fait un peu par-dessus ma volonté. Donc je dirais que je suis tout autant déterminé que n'importe qui, mais mon déterminisme personnel à moi m'a conduit à sortir du déterminisme social, c'est-à-dire de la tendance générale à reproduire la structure sociale dont on provient. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je le théoriserais. Ouais. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a un peu 1000 vies possibles. Et beaucoup de personnes, même autour de moi, se disent un peu perdues parmi tous ces choix. Comment on trouve sa place et comment on trouve le sens de sa vie? Et est-ce que la vie elle-même a un sens? Alors, c'est une question très difficile. Je suis pas sûr de donner la réponse, mais par contre, je peux donner des éléments de réflexion qui ont été les miens sur ce genre de questions, pour le coup. Déjà, je dirais qu'il y a une différence à faire et qui permet, c'est un peu de se détendre par rapport à la grande question du sens de la vie, qui est de faire la différence entre le sens de la vie et le sens de sa vie, le sens de sa propre vie. Hein. On n'est pas obligé de percer à jour le sens de la vie, mais on peut essayer de donner du sens à sa vie. Pour moi, ce qui donne du sens à notre vie, c'est le fait de faire des choses avec lesquelles on est aligné. Quand je dis avec lesquelles on est aligné, tu sais, c'est le genre d'activité, par exemple, où quand tu le fais, tu ne te rends pas compte que tu es en train de travailler. C'est-à-dire, tu ne le perçois pas comme un travail. Et ça, d'ailleurs, il faut avoir fait des métiers pénibles et ingrats pour reconnaître ces moments-là où ton travail n'en est pas un. Moi, quand je dis à mes amis qui me sollicitent pour aller boire un verre, je peux pas, je travaille, il y a une partie de moi qui sourit comme si, comme si je n'y croyais pas moi-même. Alors qu'en fait, si. Je veux dire, quand je suis devant mon ordinateur en train d'écrire, quand je suis en train de lire, quand je suis en train d'enregistrer et de monter, c'est du travail. Bien sûr que c'en est. Mais je ne le vis pas comme du travail. Et ça, c'est déjà un bon indice sur le fait que ce que je fais a du sens pour moi. Ensuite, il y a l'idée que ce que je fais, c'est comme si j'avais le devoir de le faire. Alors, le devoir, non pas au sens disciplinaire et autoritaire du terme, mais comme si c'était plus fort que moi, comme si ça s'imposait à moi. Et autrement dit, si je ne faisais pas ce que je fais, sans doute je ferais autre chose qui me plairait, et dans quoi je m'épanouirais. Mais je pense que la transition serait brutale parce que j'aurais l'impression d'avoir perdu toute utilité. Et tu sais, je pense que ça, bon, ça a été étudié hein, en psychologie, et on retrouve ça dans la pyramide de Maslow, hein, tu sais, la pyramide des besoins humains, le besoin de reconnaissance, et qui passe aussi par le besoin de se sentir utile. Alors se sentir utile, ça peut être par le fait d'aider son prochain, ça peut être de faire un travail qui est utile à l'humanité, ça peut passer par des tas de choses différentes, le sentiment d'utilité. Et moi, j'ai un sentiment d'utilité quand je fais mon travail, parce que j'ai l'impression que ce que je fais mérite d'être diffusé,
Non pas parce que c'est moi, non pas parce que j'en suis l'auteur, mais parce que je trouve ça tellement passionnant, galvanisant et enthousiasmant que je ne peux pas ne pas vouloir le transmettre, ne pas vouloir le diffuser. Ce qui me différencie par contre, et j'insiste, du militant et du prosélyte, qui pour moi sont deux déclinaisons de la même chose, c'est-à-dire le besoin de contrôler l'autre, ce qui me différencie d'eux, c'est que je propose et les gens disposent. Une chaîne YouTube, on peut la regarder comme on peut ne pas la regarder. On peut s'y abonner comme on peut s'y désabonner. Et moi, je ne vais pas faire du porte-à-porte pour prêcher la bonne parole en leur disant bonjour, est-ce que vous avez entendu parler de la parole de Socrate? Non, je laisse les gens venir si ça les intéresse. Je laisse les gens repartir si ça ne les intéresse plus. Je l'avais dit d'ailleurs dans une FAQ. J'avais dit, tous ceux qui m'écoutaient aujourd'hui avec beaucoup d'enthousiasme et de passion, sachez que d'ici 6 mois, 1 an, 2 ans peut-être, vous en aurez marre de m'écouter. Et vous allez passer à autre chose. Et c'est arrivé pour beaucoup. Et d'autres sont venus les remplacer, pour ainsi dire. Bon, je veux dire quoi par là? Je veux dire que moi, mon travail, c'est de démocratiser la philosophie. Je le fais auprès de toute personne qui s'y intéresse, qui a envie de mettre un petit peu les mains dans le cambouis de la philosophie. C'est comme ça que je me sens utile. Et donc, c'est comme ça que je donne un sens à ma vie. Pour répondre à ta question. Hein, tu vois, je suis genre à faire de longs détours, mais je retombe toujours sur mes pattes. Toujours est-il que donner du sens à sa vie, c'est se sentir aligné avec ce qu'on fait. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'on dit faire quelque chose qui a du sens. Faire quelque chose qui a du sens. Et tu sais, il y a cette fameuse histoire, je ne sais plus d'où elle vient cette histoire, mais en gros, ce sont deux ouvriers sur un chantier d'une cathédrale. Quelqu'un va les voir, il demande au premier « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui dit « Ben moi, je taille des pierres et je les apporte. » D'accord, très bien. Il va voir l'autre « Et toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Moi, je bâtis une cathédrale. » Ils faisaient la même chose, mais ils n'avaient pas le même regard sur ce qu'ils faisaient. C'est-à-dire que pour l'un d'entre eux, ben, il accomplissait des tâches mécaniques, donc quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Hein. Moi, quand j'ai fait de la mise en rayon pendant 10 ans, je peux te dire que je me rappelle encore de cette phrase d'un collègue qui me disait « Mais tu te rends compte que ce qu'on fait n'a aucun sens, on remplit des rayons pour qu'ils se vident. » Et d'autres pourront se dire « Oui, mais je fournis un service à la population qui peut voilà, acheter de quoi se nourrir à des prix abordables. C'est quand même le progrès voilà, des sociétés modernes de pouvoir comme ça vendre de la nourriture en libre service pour tout le monde. Enfin, on peut s'écrire une histoire dans sa tête où ce qu'on fait a du sens, même si tout le monde dira ça n'a pas de sens. Mais pour mieux le vivre aussi, quoi, parce que sinon c'est un peu triste. Bien sûr, bien sûr. Alors, après, il y a aussi le discours qui consistera à dire que justement le fait de se raconter une belle histoire quand on fait quelque chose de pénible, c'est une manière bien commode d'accepter notre asservissement économique, parce que bah, le capitalisme a besoin de soldats. Et un soldat est d'autant plus efficace qu'il est volontaire, hein, et qu'il a envie de montrer qu'il est un bon soldat et qu'on peut l'envoyer au front. Donc il y a aussi tout ce discours-là hein, qui peut servir à légitimer la domination sociale. Mais sur le plan individuel, je pense qu'une vie où on se lève chaque matin en étant déjà fatigué par avance de ce qu'on va faire, c'est une vie dans laquelle on peut difficilement être épanoui et dans laquelle on peut difficilement trouver du sens. Et alors pour parler un peu du concept de bonheur, est-ce que toi, le fait d'avoir trouvé le sens de ta vie, donc à savoir la vulgarisation et la diffusion de la philosophie au plus grand nombre, contribue à te rendre plus heureux? On m'a posé la question récemment et j'ai l'impression que je suis en train de changer de position sur cette question. C'est-à-dire que je te répondrai pas forcément. Alors quand je dis pas forcément, je veux dire quoi? Je veux dire que évidemment, que quand on a une activité, un métier qui nous plaît, qui nous permet de vivre confortablement, on a tendanciellement beaucoup plus de chances d'être heureux que d'être malheureux. En tout cas, on a moins de raisons d'être malheureux. Je le formulerai comme ça. Mais il y a des tas de gens qui ont un métier épanouissant,
un compte bancaire bien fourni, une belle maison, et même de beaux enfants, et qui pourtant sont malheureux. C'est-à-dire que le bonheur, ce n'est pas une liste de critères qu'on coche. Parfois, il nous manque ce petit quelque chose, tu vois, d'indéfinissable, qui fait qu'on n'est pas heureux. Et ça, j'en suis vraiment convaincu, hein, parce que je l'ai vécu personnellement, je l'ai vu autour de moi, beaucoup de gens qui se disent « Quand j'aurai tout ça, je serai heureux ». Ils ont tout ça, ils finissent par l'obtenir, ils ne sont pas heureux. Peut-être que le problème se situait, tu vois, quand on dit le verre était dans le fruit, le problème se situait déjà dans la démarche. Quand j'aurai ceci, je serai heureux. La projection de l'esprit. Ben, quand tu es déjà dans une projection, la projection étant le signe de l'insatisfaction, eh ben, il y a peu de chances que ce que tu vas obtenir résolve l'insatisfaction qui a fait naître ton désir. Et là-dessus, je serais plus de l'école stoïcienne et bouddhiste, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut réduire le désir plutôt que de vouloir absolument le satisfaire. Et je pense de plus en plus que les gens heureux sont les gens qui ont des désirs simples, des besoins simples, des modes de vie simples, qui se contentent de peu, qui apprécient les choses simples. Et le deuxième volet de ma réponse, j'en parlais encore avec un ami hier, c'est qu'il y a quelque chose qui est très sous-estimé par les philosophes, c'est la dimension chimique du bonheur. Je m'explique. Moi, pendant des années, j'ai cumulé le sport, la danse, une vie sociale, bref, tout ce qui produit dans le corps les hormones du bien-être. Donc tout ce qui va être dopamine, endorphine, sérotonine, hein, l'hormone du bien-être social. Hein, quand on fait un câlin à quelqu'un, ça a une fonction biologique. C'est que ça permet de déclencher de la sérotonine. Donc, quelque part, c'est pas parce qu'on est heureux qu'on fait un câlin, c'est parce qu'on fait un câlin qu'on est heureux. Tu vois ? Et bien du coup, je me suis rendu compte dans ces moments-là que j'étais heureux. Et mon bonheur n'était pas intellectuel. Mon bonheur n'était pas réfléchi. Mon bonheur n'était pas le fruit d'une constatation que tout allait bien dans ma vie. Ni d'une fierté, ni d'un statut, ni d'un niveau de revenu. Dans ces moments-là, je roulais en Twingo et j'habitais dans un appartement de 35 mètres carrés, mais qui m'allait très bien. Hein, je n'étais pas malheureux financièrement. Mais ce que je veux dire, c'est que mon bonheur n'était pas le reflet de ma situation matérielle. Il était lié à d'autres choses. Il était lié à toutes ces hormones finalement que mon corps produisait du fait de mes activités. Et pourquoi je dis que c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé par les philosophes ? Parce que souvent les philosophes pensent que la clé du bonheur se trouve dans la compréhension de quelque chose. Compréhension censée déboucher sur l'acceptation. Accepter le monde tel qu'il est, et donc ne plus être affecté par le monde. Bon, déjà, premièrement, c'est sur le papier. Hein. Deuxièmement, c'est difficile, plus facile à dire qu'à faire. Et puis, troisièmement, des fois, ça marche pas. Je suis, de ce point de vue-là, davantage d'accord avec les théoriciens de l'éveil spirituel tels que Eckhart Tolle, qui expliquent que le malheur, ce sont des couches de mental qu'on accumule dans notre conscience. Et que pour être heureux, il ne faut pas ajouter quelque chose, mais enlever quelque chose. Il faut enlever les couches de mental, les surcouches de pollution mentale qui nous empêchent d'être légers. Je dirais que la joie est un état de légèreté par opposition à la saturation d'informations qui nous met dans la lourdeur et dans la gravité. Tu vois, la gravité, c'est pas pour rien, hein. C'est à la fois la gravitation, hein, donc c'est la pesanteur, puis la gravité, c'est ce qui est grave, c'est ce qui est dramatique. Donc c'est l'idée de malheur. Eh bien, je pense que le bonheur est peut-être plus à trouver dans la suspension du mental, quand le mental n'est pas nécessaire. Voilà. Et alors, si le bonheur serait plus dans l'être, dans le moment présent que dans le faire,
quand on est entouré de drames, de mauvaises nouvelles, de choses négatives, comment on fait pour, malgré tout, être heureux tout en étant conscient de ce qui se passe à l'extérieur et de ne pas être dans une posture de je m'en foutisme? Voilà, c'est un peu compliqué à trouver le curseur, je trouve, hein. Ah, mais c'est très, très, très compliqué parce que disons que en Occident, il y a quelque chose qui est très puissant, psychologiquement parlant, qui est la culpabilité. Ça vient de l'héritage catholique. Hein, puisqu'il faut savoir que d'un point de vue catholique, et je ne stigmatise pas la religion en disant ça, mais simplement je pars des textes, nous sommes les enfants du péché originel. Adam et Ève ont commis le péché originel et ils l'ont transmis à leurs descendants, c'est-à-dire à nous. Donc ça, c'est l'histoire, c'est le mythe que nous raconte, donc le mythe du Jardin d'Éden et de la Genèse, qui nous est raconté dans la Bible. Bien. À partir de là, nous sommes tous des pécheurs, nous sommes tous des fauteurs. Et nous devons nous rectifier, nous racheter. Nous devons rembourser notre dette. Et ça crée, au fil des siècles et des millénaires, des siècles pour le christianisme en tout cas, ça crée des mentalités qui sont très difficilement aptes au bonheur individuel. Qui sont très difficilement aptes au fait de rechercher le bien-être matériel quand le voisin est en train de souffrir. Si tu veux, ça crée un problème avec ce qui est perçu comme de l'égoïsme. Être heureux dans un monde qui va mal, qu'on le veuille ou non, c'est être perçu comme quelqu'un d'égoïste, parce que c'est être perçu comme quelqu'un que le malheur des autres n'atteint pas. Or, nous sommes programmés pour avoir de l'empathie. L'empathie, c'est la capacité à éprouver ce qu'éprouvent les autres. Donc, si j'ai quelqu'un qui est triste en face de moi, je ne suis pas censé être heureux. Je ne suis pas censé sourire pendant qu'il pleure. Tu vois ? Heureusement, fort heureusement, on est rarement confronté à ce genre de cas aussi extrêmes. En revanche, on peut avoir conscience du malheur du monde. On peut avoir conscience des souffrances du monde et malgré tout être heureux. Parce qu'on n'est pas heureux grâce aux souffrances des autres. C'est pas le malheur des uns fait le bonheur des autres, parce que ça, c'est être dans une logique de perversion et de sadisme. Non, c'est pas ça. C'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux, à mon échelle, faire quelque chose ? Si la réponse est oui, et si ça peut me décharger d'une forme de culpabilité, eh bien fais-le. Il faut le faire. Donc ça peut être, par exemple, faire des dons à des associations. Ça peut être aller voir le mendiant au coin de la rue et lui donner à manger, ou même sans lui donner à manger, discuter un peu avec lui, le considérer. Tu vois, le considérer comme un être humain. Bon, ça peut être tout un tas de choses. Ça peut être porter les courses de sa voisine. Bref. C'est enlever un peu de malheur du monde. Mais si ton objectif, c'est de prendre sur toi tout le malheur du monde, parce que aider ton voisin, c'est pas suffisant. Si tu veux absolument endosser tout le malheur du monde, dans les faits, qu'est-ce que tu fais ? Tu rajoutes du malheur au malheur. C'est-à-dire que le malheur du monde, tu le synthétises et tu l'incarnes, tu le portes en toi. Tu en rajoutes. Donc le calcul est mauvais, si j'étais utilitariste. Je dirais que c'est un mauvais calcul. Et en parlant d'utilitarisme, c'est ce que dit un philosophe contemporain qui s'appelle Peter Singer, et lui, il préconise ce qu'il appelle l'altruisme efficace. Les deux mots peuvent paraître étranges quand on les associe, ça paraît presque un oxymore. Altruisme pour aider l'autre, efficace pour dire aider par des actes ponctuels, pas par des discours. Parce que ça, il y en a marre. Il y en a marre de dire « Oh là là, le monde est injuste, oh là là, les gens sont malheureux, oh là là, c'est pas normal. » Parce qu'à chaque fois que tu dis « c'est pas normal », tu ne changes rien à cette anormalité que tu dénonces. Donc il vaut mieux un petit acte, un petit geste qui a des effets concrets, plutôt qu'un grand discours qui n'a d'autre effet que de te valoriser, d'auto-gratifier en te disant
j'ai bonne conscience parce que je me suis indigné contre l'injustice. Donc c'est ça l'altruisme efficace. C'est faire ce qu'on peut de son côté pour améliorer l'état du monde, mais sans être affecté en permanence par cet état du monde. Parce que sinon, tu vas devenir aussi malheureux que le monde. Et tu ne pourras plus aider le monde, parce qu'il faut un minimum d'enthousiasme et de vitalité pour venir en aide à son prochain. Là, ce que je dis, c'est facile à dire, parce que c'est de la logique philosophique. Mais je suis bien conscient que dans les faits, c'est beaucoup plus difficile que ça, et que quand on vit des drames, des accidents de vie, des échecs, tout ce qu'on veut, on ne se dit pas tout ça. On a juste envie de pleurer. On a juste envie de disparaître. Donc, si certaines paroles peuvent aider à réconforter, à enlever un peu de culpabilité, à redonner cette vitalité qui nous fait défaut dans ces moments-là, il faut aller la chercher, cette vitalité. Il faut aller la chercher où qu'on puisse la trouver. Et tu me disais tout à l'heure, qu'est-ce qui te fait plaisir de lire de la part de tes abonnés ? Je t'ai dit, c'est ceux qui me disent « Je pensais que la philosophie n'était pas faite pour moi ». Mais il y a aussi ceux qui disent « Vos épisodes me font beaucoup de bien. Vous devriez être remboursé par la Sécu. » Bon, attention, non. Parce que la médecine, c'est carré. Hein, moi, ce que je fais, c'est de la poésie. C'est pas de la médecine. Bref, tout ça pour dire que on peut aller mieux grâce médecin de l'âme, on pourrait dire. Pardon ? Quand même. Alors, on pourrait te qualifier de médecin de l'âme parce que quand on a des réponses à nos questions existentielles, ça soulage quand même Bien sûr. Pas mal. C'était le nom qu'on donnait aux philosophes dans l'Antiquité, le médecin de l'âme, justement, exactement. Et alors moi, on va dire que c'est par prudence et humilité que je rejette ce qualificatif, mais je comprends l'idée, et effectivement, ça allait dans le sens du raisonnement vers lequel j'allais aller, c'est-à-dire, si on peut trouver du réconfort dans un discours philosophique qui va nous apporter, sinon des réponses, du moins un sentiment de compréhension, c'est-à-dire un sentiment d'avoir un peu mieux compris, ou même le sentiment d'être compris par celui qui parle. Il y a des gens qui m'écoutent, et je sais que ça leur fait du bien parce qu'ils m'entendent dire des choses auxquelles ils pensent eux-mêmes. Et je leur donne pas la réponse à leurs interrogations. Mais le fait qu'ils trouvent un écho à leurs propres interrogations dans ce que je dis, déjà ça leur fait du bien. Ils se disent « je suis pas seul ». Et souvent la solitude favorise le sentiment de malheur. Ne pas être seul, c'est déjà pas mal. Ça apporte déjà beaucoup. C'est d'ailleurs marrant, je trouve, parce qu'on se croit toujours seul dans son malheur. Et au final, il suffit d'en parler une fois à quelqu'un pour se rendre compte que non, il y a d'autres gens aussi qui vivent les mêmes choses, qui éprouvent exactement les mêmes choses. Exactement. Mais alors, tu crois vraiment pas si bien dire, parce que je m'en suis rendu compte dernièrement. Tu sais, quand j'ai eu mon fils, mon premier enfant, j'ai rencontré des problèmes de parents. Et donc, j'en ai parlé à des parents, à des jeunes parents ou à des vieux parents d'ailleurs. Et 95% des parents à qui j'ai parlé de ça m'ont alors fait savoir qu'ils avaient rencontré les mêmes problèmes, voire bien pire que ce que je rencontrais, mais qu'ils ne l'avaient jamais dit. C'est-à-dire que moi, j'ai passé des années en leur compagnie à faire des barbecues avec eux, à discuter avec eux, sans jamais avoir su qu'ils avaient traversé ça. Et quand j'ai su qu'eux aussi avaient traversé ça, je me suis senti membre d'un club. Le club des parents, c'est le club des gens qui savent. Qui savent à quel point ça peut parfois être difficile. Qui savent que la phrase « c'est que du bonheur », c'est un mensonge fait pour nous faire participer à l'effort de reproduction de l'humanité, mais que ce n'est pas que du bonheur, c'est aussi de la douleur, de la souffrance, de la fatigue, du sacrifice, mais que ça vaut le coup. C'est surtout ça en fait. Et toujours est-il que quand on découvre que l'autre a vécu ce qu'on vit soi-même, ça allège un peu la conscience. Et ce que je voulais te dire aussi, c'est que ta remarque est d'autant plus intéressante qu'elle souligne le fait que parfois on ne dit pas les choses. Comme si on en avait honte. Comme si on se sentait fautif
de dire que ça va pas. Tu vois, et c'est significatif quand même, je veux dire, c'est très en lien avec ce que je disais tout à l'heure sur la culpabilité. On n'a pas le droit d'être malheureux, ou on n'a pas le droit de faire savoir qu'on n'est pas bien, alors qu'on devrait aller bien. Tu vois, Alors, je trouve qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. Heureusement, je trouve qu'aujourd'hui, les langues se délient et on parle beaucoup Oui, de santé mentale, par exemple, ou de maladies oui. Non, tu as chroniques. raison, c'est vrai que je n'ai pas encore actualisé l'évolution des mentalités sur cette question-là, mais tu as raison, ça évolue, et je pense que c'est une bonne chose que ça évolue dans ce sens-là, parce que je pense que c'est toujours une bonne chose quand on extériorise la vérité du sentiment. Tu sais, tu sais comment je définis le mensonge? Le mensonge est une vérité à retardement. Quand tu mens, il y a quelque chose, si tu veux, on pourrait dire que c'est dans les ondes, dans les molécules, c'est pas palpable, quoi. Mais il y a quelque chose, si tu veux, qui se déclenche et qui, tôt ou tard, va être découvert, ou va être perçu, tu vois, va être perçu d'une façon ou d'une autre. Parce que il y a des études qui ont été faites, hein, bon, je parle pas des détecteurs de mensonges, hein, ça c'est encore une autre chose, mais je veux dire, on sait détecter euh, par l'activité cérébrale quelqu'un qui est en train de mentir. Ce qui est la preuve que le mensonge, c'est pas quelque chose de naturel. C'est pas quelque chose de naturel, c'est pas quelque chose que le corps admet. C'est une violence contre l'âme, le mensonge. Autant d'en proférer un que d'en entendre un. Et donc, si tu dis que tu vas bien alors que tu vas pas bien, c'est un mensonge. Donc tu vas encore plus mal. Parce que quelque part, tu enfermes cette vérité. Tu la cadenasses. Tu vois, tu ne veux pas la laisser s'extérioriser. Et donc tu te condamnes à ne jamais pouvoir l'apaiser. Et dire les choses me paraît toujours être la meilleure solution. Est-ce qu'il y a un philosophe ou une phrase qui t'accompagne dans les moments difficiles? Oui, alors il y en a plusieurs. Ça dépend des moments et ça dépend de la difficulté, on va dire. Alors, bon, il y a la phrase, la grande phrase que je connais par cœur depuis que je fais des études de philosophie, c'est la fameuse phrase de Marc Aurèle. Rien de ce qui est possible à l'homme ne saurait être au-dessus de tes forces. Ça, c'est une phrase qui m'a très longtemps accompagné quand je voulais me motiver à faire des choses et que tout me poussait à croire que c'était impossible. Est impossible ce qui est perçu comme impossible. Alors, je ne parle pas de ce qui défie les lois physiques ou les lois logiques, bien sûr. Je parle de ce qui est à portée humaine. Ben, c'est impossible? Non, c'est pas impossible. Difficile, oui. Risqué, oui. Hasardeux, oui. Impossible, non. Et donc, à chaque fois que je voyais quelqu'un, que je rencontrais quelqu'un qui avait réussi à faire quelque chose qui m'aurait paru impossible, je me dis, tu vois, la preuve que c'est possible. Pas la preuve que je vais y arriver, pas la preuve que tout le monde peut le faire, parce que ça aussi, hein, attention au raccourci. Dire c'est possible, ça ne veut pas dire tout le monde peut le faire. C'est forcément individuel comme jugement quand on dit c'est possible, parce que c'est pour se donner de la motivation. Je veux dire, si tu participes à une compétition sportive et que tu veux être le premier, tu vas te répéter je peux le faire, tu vas pas te répéter tout le monde peut le faire. Parce que bah, par définition, c'est toi qui veux être le premier. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu vas pas vouloir que tout le monde le fasse. C'est un mantra individuel de motivation. Eh bien, moi je trouve que cette phrase de Marc Aurèle, elle est philosophiquement très juste et émotionnellement très puissante. Donc il y a ça. Ensuite, sans parler de citations, moi j'aime beaucoup les phrases de Camus, d'Albert Camus. Parce que je trouve qu'il a une manière très élégante de décrire l'humanité, de décrire les profondeurs de l'humanité, les profondeurs de l'âme. Et il le fait avec une élégance et une subtilité et une pudeur que je trouve émouvante. Voilà. J'aime savoir qu'il existe des hommes qui ont une finesse intellectuelle et émotionnelle telle qu'Albert Camus et qui sont capables d'écrire de belles choses avec lesquelles... Enfin, des choses consolantes, justement.
de se dire, tiens, quelqu'un a pensé ça, quelqu'un a compris ça. Et ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Voilà. Et sinon, j'aime beaucoup la phrase d'Aldous Huxley qui dit que la philosophie, c'est le contraire de la politique. Parce que la politique consiste à défendre comme des évidences des choses dont on devrait raisonnablement douter, alors que la philosophie, c'est douter, y compris de choses qui nous paraissent évidentes. Lutter contre le totalitarisme. Ouais, contre le dogmatisme et contre la certitude. L'ennemi de la philosophie, c'est la certitude. Parce que la certitude, c'est ce qui fait que tu n'as plus de raison de réfléchir. Tu as atteint la certitude. Et moi, ce que j'aime bien dire, c'est que en philosophie, c'est très bien d'avoir des convictions, c'est problématique d'avoir des certitudes. D'autant que la conviction, elle te regarde toi. La certitude, elle a une tendance à vouloir s'imposer. Elle a une tendance invasive, la certitude. Et elle conduit souvent au mépris de l'altérité, c'est-à-dire de celui qui ne pense pas comme nous. Donc je me méfie des certitudes et je me méfie des gens qui ont des certitudes. Je voudrais faire un aparté sur le regard des autres, enfin plutôt le poids des regards des autres. Parce que voilà, quand on est dans une société du paraître où tout le monde cherche à se mettre en avant, en scène, comment on fait pour être vraiment soi-même? Parce que j'ai l'impression que soit on se comporte pour se conformer à ce que pensent les autres de nous, soit pour se conformer, pour correspondre à l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est bien qu'on devient que nos propres caricatures, quoi. Et d'ailleurs, aussi, comment savoir qui l'on est vraiment? Ah là, tu m'as fait le pack complet du questionnement sur l'identité et la place de l'autre dans notre identité. Ouais. Je ne promets pas de répondre à tout, mais je vais essayer, en tout cas, de répondre avec méthode. Bon. Déjà, il y a le regard des autres sur nous. Et puis, il y a autre chose qui est ce qu'on croit être le regard des autres sur nous. C'est pas du tout la même chose. Parfois, c'est même le contraire. Je m'explique. Quand tu manques de confiance en toi, tu vas avoir tendance à croire que les gens pensent des choses négatives sur toi, qu'ils te méprisent, qu'ils te sous-estiment. Alors, vu que tu manques de confiance en toi, tu ne te dis pas qu'ils te sous-estiment, tu te dis qu'ils t'estiment à ta juste valeur, c'est-à-dire une valeur faible. Le propre du manque de confiance, c'est l'autodévalorisation. Toujours est-il que tu vas projeter dans le regard des autres des idées, des jugements, des insécurités, qui sont en réalité les tiennes. Et tu vas être à l'affût de tout ce qui va venir confirmer cette idée que l'autre me juge négativement. Ce qu'on appelle le biais de confirmation. Moi, quand j'étais professeur à la fac, d'ailleurs, je ne sais plus où j'en avais parlé, peut-être que c'est dans mon prochain livre d'ailleurs, je ne sais plus. Quand j'étais professeur à la fac, j'étais un jeune prof, donc j'avais 26 ans, j'étais chargé de cours, chargé d'enseignement, mais ça ne m'empêchait pas de donner cours à des élèves quand même en amphithéâtre, tu sais, avec tout le décorum institutionnel et professoral. Donc j'étais pas à l'aise, pas du tout à l'aise. Et je voyais ces étudiants qui me scrutaient, qui me décortiquaient. Et pendant toute la durée du cours, j'étais comme dissocié. Il y avait la partie de Charles qui faisait cours, puis il y avait l'autre partie de Charles, c'est en lecture parallèle, qui analysait les regards des étudiants en se disant « mais qu'est-ce qu'ils pensent de moi ?» Et à chaque fois que je croisais un visage, soit pas enthousiaste, soit grimaçant, soit regardant ailleurs, je me disais « lui, il trouve que je suis nul comme prof. Lui, il s'ennuie. Lui, il est en train de se moquer de moi même. » Je me disais ça. J'en savais strictement rien. J'interprétais des signes que je prenais pour des signaux. Je me disais ça veut dire ça. Bon. Et donc je supportais. Je faisais avec. À la fin de l'année, je me suis retrouvé à discuter avec mes étudiants et mes étudiants m'ont dit, vous savez, monsieur Robin, on est à peu près tous d'accord pour dire que vous avez été l'un de nos meilleurs professeurs. Je dis, ah bon ?
Je dis, bah, ça me touche beaucoup, sachez-le, et je leur dis, je l'aurais pas pensé. Et en plus, les étudiants qui m'ont dit ça, que je ne soupçonne pas de me mentir à ce moment-là, parce que bah, on était dans une discussion libre, eh ben, ils faisaient partie des étudiants dont je pensais qu'ils se disaient des choses négatives sur moi, dont je pensais qu'ils pensaient du mal. Donc, on a toujours cette tendance à penser à la place des autres. Et la pensée qu'on prête aux autres est souvent notre propre pensée, ou en tout cas le reflet de notre préoccupation et de notre insécurité qu'on va ensuite placer dans la pensée des autres. Voilà pourquoi je dis qu'il y a le regard des autres et il y a ce qu'on croit être le regard des autres. Dans l'immense majorité des cas, les gens ne dépensent pas autant d'énergie attentionnelle à nous juger qu'on pourrait le croire. Souvent, les gens, s'ils nous jugent, c'est en un éclair et ils passent à autre chose. Tu vois ? Après, ça arrive qu'il y ait des gens qui jugent, mais ils jugent quoi, ces gens ? Ils jugent une apparence, ils jugent une impression, ils jugent une interaction, mais ils ne te jugent pas toi. Ils ne te jugent pas toi parce qu'ils ne te connaissent pas. Ils connaissent une facette de toi, et souvent une très fine facette de toi. Tu sais, des fois, les gens, on a l'impression qu'ils nous font la tête, on le prend pour nous. Mhm. On se dit, mais qu'est-ce que j'ai pu faire ? Qu'est-ce que j'ai pu dire ? En Et fait, nous-mêmes, des fois, on fait des mauvaises têtes, mais sans raison. sans Des fois, raison. les personnes peuvent elles-mêmes se remettre en question alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Sans raison, même sans s'en rendre compte. Et on le prend personnellement, et on se croit la cause on se croit la cause du comportement de l'autre, alors que pas du tout. Il y a une tendance égotique, narcissique, à se croire être le centre d'intérêt et d'attention de la Terre entière. Hein. On peut avoir un ego par excès de manque de confiance en soi. Mm. C'est-à-dire que à force de croire que tout le monde pense du mal de nous, on est dans du nombrilisme qui ne dit pas son nom. Parce que on fait de soi la référence à partir de laquelle le jugement et l'information circulent dans le monde. Bon, j'exagère. Je caricature un peu parce que je sais que ça parle à beaucoup de gens, là, ce qu'on est en train de dire. Donc, ce que je dirais, c'était pas une préconisation, mais c'est plutôt une suggestion. C'est de dire, ne cherchez pas à savoir ce que les gens pensent de vous. Basez-vous plutôt sur la manière dont ils se comportent objectivement. N'essayez pas d'interpréter la signification d'un mouvement du sourcil ou la signification d'un geste qui pourrait passer pour un geste de détournement ou d'hostilité, alors que ça peut s'expliquer par des tas d'autres facteurs. Et là aussi, tiens, d'ailleurs, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, dire les choses, exprimer les choses. Si à un moment donné, tu crois que la personne dit du mal de toi, va la voir et demande-lui. Et pas agressivement, pas en lui demandant de rendre des comptes. Simplement en lui posant la question, j'ai l'impression que tu ne m'apprécies pas. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est réel ? Et puis bah, si c'est réel, au moins bah, tu le sauras. Et puis si c'est pas réel, ce sera l'occasion de résoudre un malentendu. Donc la peur de ce que pensent les autres, elle est souvent entretenue par le fait qu'on n'ose pas aller chercher la réponse. Et qu'on préfère, parce qu'on aime beaucoup, tu sais, obstruer notre esprit avec des pensées, avec des jugements et avec des spéculations. Hein, l'homme est un animal spéculatif, et si on nous enlevait la possibilité de spéculer, c'est-à-dire d'imaginer, mais dans le mauvais sens du terme, hein, bah on s'ennuierait peut-être, tu vois. On a besoin de s'inventer des problèmes de spéculation mentale pour se sentir exister. Qu'est-ce que tu penses de la phrase « réussir sa vie » ? Est-ce que c'est possible même de réussir sa vie ? Oui, mais à condition de définir réussir. Bah, réussir sa vie, je dirais qu'on ne peut le savoir si ça a du sens, réussir sa vie. Hein. Je ne prétends pas que ça ait du sens. Disons que je me mets dans la situation où on admet l'expression. Je dirais qu'on ne le sait qu'à la fin. Tu sais, c'est comme quand tu lis un livre ou quand tu regardes un film.
Bon, tu peux trouver le livre nul dès les premières pages et tu peux trouver le film mauvais dès les premières minutes, mais il n'empêche que si t'es pas allé au bout, ton jugement sera partiel et partial. Donc c'est dommage de porter un jugement sur quelque chose qui n'est pas fini. Des fois ça peut arriver, hein. Retournement et au dernier moment, en fait, ça valait le coup. Et ben je dirais que la vie c'est peut-être la même chose, c'est peut-être au seuil de notre départ qu'on saura si on a eu une vie réussie. Mais je dirais qu'on peut déjà s'en rapprocher ici et maintenant en essayant de la rendre, cette vie, la moins lourde possible. Tu sais, il y a des gens, ils croient dans l'au-delà, ils croient même dans le paradis et l'enfer. Qu'est-ce que c'est le paradis? C'est la béatitude éternelle. Qu'est-ce que c'est l'enfer? C'est la souffrance éternelle. Bon. Si tu es dans la logique dont on parlait tout à l'heure, de culpabilisation permanente, d'inquiétude permanente, projection, tu vois, l'idée du jugement des autres, que tu vas ensuite intérioriser et faire tien ce jugement des autres sur toi, tu vis en enfer. Tu fais de ta vie un enfer. Eh bien, je dirais que à ce moment-là, la trajectoire de ta vie ne va pas vers la réussite. Parce que tu es en train de polluer ta vie. Faut pas oublier qu'une vie, fondamentalement, c'est tout ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Ce ne sont pas nos rencontres, ce ne sont pas nos activités, ce ne sont pas les choses que nous faisons, ni les choses que nous possédons, c'est ce qu'il se passe en nous. Et ça, c'est, je veux dire, on ne peut pas sortir de ça. Notre vie, c'est notre vécu intérieur. Bon, et bien si ce vécu intérieur, tu arrives d'une façon ou d'une autre à l'apaiser, à l'équilibrer, à le rendre harmonieux, à l'aligner avec le monde, avec les autres, avec toi-même, eh bien à ce moment-là, tu es en train de réussir ta vie. Parce qu'une vie réussie, c'est une vie où on ne se pose pas la question de savoir si on réussit sa vie. Une vie réussie, c'est une vie débarrassée du questionnement sur la réussite de la vie. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Maintenant, on peut réussir des choses dans sa vie. Et ça, c'est pas pareil. Tu peux être très heureuse d'avoir réussi professionnellement. Tu peux être très heureuse d'avoir réussi dans ton mariage ou dans l'éducation que tu as donnée à tes enfants. Ou même d'avoir réussi à être une bonne personne au quotidien, c'est-à-dire à avoir fait plus de bien que de mal autour de toi. Ça ne veut pas dire que tu auras eu une vie réussie, mais ça veut dire que tu auras réussi des choses dans ta vie. Et c'est pas rien. Et c'est pas rien. Voilà ce que je pourrais te répondre à la difficile question c'est de réussir satisfaisant ta vie. comme réponse. Est-ce que j'ai réussi ma réponse? Oui, j'accepte. Alors, il y a quelques jours, j'avais demandé à mes abonnés sur les réseaux si tu avais des questions pour toi. J'en ai reçu plusieurs et j'en ai sélectionné 3. Alors, première question, Erwan demande si sur le plan métaphysique, la liberté est au-dessus de la morale et des lois. Si j'ai bien compris la question, et je vais répondre à ce que je crois avoir compris de la question, je dirais que l'être humain est un être contradictoire, et que c'est même ça qui le définit essentiellement, c'est-à-dire à travers les âges, parce que c'est à la fois un être épris de liberté, mais c'est en même temps un être qui a besoin de communauté. Bon, j'invente rien, Aristote, l'homme est un animal politique. Animal politique, ça veut dire un animal social, ça veut dire qu'il vit en groupe. C'est pour ça qu'il a un langage qui lui permet de coopérer, un langage complexe, sophistiqué, qui permet non seulement de transmettre des informations, mais aussi de communiquer des désirs et des sentiments. Toujours est-il que l'homme peut difficilement vivre seul. Il a besoin du groupe. Donc ça l'oblige à se donner des lois, c'est-à-dire des normes de conduite collectives, sans lesquelles la coexistence est, sinon impossible, du moins rendue difficile. Après, les anarchistes répondront que l'ordre peut jaillir d'une totale absence d'autorité et d'une totale absence de loi. Je veux bien le croire. Mais en attendant, historiquement, les hommes ont choisi de se donner des lois. Mais en même temps, l'homme est
désir de liberté. Qu'est-ce que c'est la liberté ? C'est la capacité à aller au-delà des lois, c'est-à-dire à aller au-delà des limites, au-delà des interdits. Et je pense que c'est pour ça que l'être humain travaille au-delà de ses besoins. Au départ, le travail, c'est une manière de satisfaire ses besoins. On crée des outils pour chasser. On crée des abris pour se protéger, pour satisfaire ses besoins vitaux. Et progressivement, on s'achemine vers un travail qui n'est plus simplement un travail de survie, qui n'est plus simplement un travail de sécurisation de la vie, mais un travail d'optimisation de la vie et d'augmentation des libertés. Si tu préfères, plus les siècles passent, plus on essaye d'être libre, c'est-à-dire émancipé des contraintes de la nature. Et je pense que de ce point de vue-là, il n'y a pas à comparer ni à opposer la liberté et la loi. Il y a à comprendre que les deux s'articulent et cohabitent en parallèle. C'est-à-dire qu'on a besoin de normes pour coexister. On a besoin de liberté, c'est pour ça qu'on invente des objets qui nous permettent de gagner de plus en plus en liberté, en tout cas en liberté matérielle, en liberté technologique. Alors avec l'intelligence artificielle, on peut maintenant parler aussi en liberté cognitive, bien sûr. Mais cette aspiration à la liberté, elle ne passe pas nécessairement par le fait d'enfreindre des lois. Elle passe par aller au-delà des limites telles qu'elles sont. Aller au-delà des choses telles qu'elles sont. Repousser les limites de ce qui est, et donc repousser les limites du possible. Alors ensuite, on a Julien Audebert qui demande si l'amour est égoïste. Alors ça, je me demande si ce n'est pas un de mes abonnés qui me fait une blague, parce que j'ai fait une lecture récemment sur ma chaîne YouTube, sous la forme d'un short, une lecture d'un texte de mon livre d'ailleurs, je remontre à la caméra, où je parle d'Ayn Rand, parce que je consacre un chapitre à la pensée d'Ayn Rand, qui prône l'égoïsme, hein, l'égoïsme rationnel. Et ce que nous dit Ayn Rand, en substance, c'est que on fait tout par égoïsme, même l'amour, c'est de l'égoïsme. Pourquoi ? Parce que quand j'aime quelqu'un, je souhaite le meilleur pour lui, parce que souhaiter le meilleur pour lui, c'est le meilleur moyen de me rendre heureux, moi. Tu sais, on parlait tout à l'heure de l'empathie. Si tu as de l'empathie, tu n'aimes pas voir les autres souffrir, parce que ça te fait souffrir. Eh bien, Ayn Rand pourrait répondre, tu veux que les autres soient heureux parce que ça te rend heureux. Tu ne veux pas que les gens souffrent parce que ça te fait souffrir. Et donc quand tu aimes quelqu'un, qu'est-ce que tu aimes ? Tu aimes passer du temps avec cette personne. Donc c'est égoïste. Tu aimes l'attention qu'elle t'apporte, l'écoute qu'elle t'apporte, le plaisir qu'elle t'apporte. Donc c'est égoïste. Quand tu penses à elle, ça te rend heureux. C'est égoïste. Donc on arrive dans cette vision panégoïste. Panégoïsme, ça veut dire que tout est égoïste. Et moi, j'ai une réponse à ça. C'est de dire que si tout est égoïste, je ne vois pas pourquoi on parle encore d'égoïsme. À quoi sert un mot qui n'a pas de contraire ? À quoi sert un mot qui englobe tout, y compris ce qui est censé le contredire ? Tout est égoïste, d'accord. Donc, Jésus et Judas, même combat. Elliot Ness et Al Capone, même combat, hein, entre le criminel qui tue des enfants pour son business de trafic d'alcool et celui qui cherche à l'arrêter et qu'on appelle l'incorruptible, parce que lui, il veut pas qu'on lui donne des pots de vin pour fermer les yeux. Il veut arrêter un criminel. C'est de l'égoïsme. Donc celui qui vole et celui qui donne, c'est de l'égoïsme. Bien, je dis que ce genre de phrases, que j'appelle les grandes phrases toutes faites, sont des phrases qui nous donnent l'impression d'avoir vu la matrice et d'avoir compris l'absolu, et qui en fait nous éloignent de la réalité. À force de prendre de la hauteur, on en devient déconnecté de la réalité. C'est-à-dire que tu auras beau dire à quelqu'un qui fait le bien qu'il le fait par égoïsme, il n'empêche qu'il aura fait le bien. Et il vaut mieux quelqu'un qui fait le bien par égoïsme que quelqu'un qui fait le mal par égoïsme. Après, discuter de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal, c'est un vaste débat.
Et bien sûr qu'on peut faire le bien pour des raisons égoïstes, c'est-à-dire pour des raisons d'autogratification, pour des raisons de signalement de vertu. Voilà, comme ceux qui se filment en train de donner de la nourriture à des mendiants, qui d'ailleurs parfois sont Mhm. des comédiens. Donc ça va très loin. C'est admirer ma pureté morale, admirer ma vertu, ce qui est le contraire de la vertu. Parce que la vertu est discrète par essence. Euh, donc on peut dire que tout est égoïsme, pardon, mais il n'empêche qu'il y a des gens dont je préfère subir l'égoïsme que d'autres. Et une autre question sur l'amour. Est-ce qu'on peut vraiment aimer quelqu'un si on ne se connaît pas soi-même? Excellente question, parce que aujourd'hui j'aurais tendance à répondre que non. Et j'irai même encore plus loin, il ne suffit même pas de se connaître soi-même, il faut aussi savoir qui l'on a été. C'est-à-dire qu'il faut être conscient que l'être humain est un être en perpétuelle évolution, qu'il apprend de ses erreurs, ou parfois qu'il n'apprend pas de ses erreurs, mais en avoir conscience, en tout cas, ça permet de faciliter le rapport à l'autre. Je dirais que ce qui fait obstacle à l'amour, ce sont nos mauvaises compréhensions de ce qui fait l'être humain et de ce qui fait le comportement humain. C'est notre incompréhension de pourquoi l'autre se comporte comme il se comporte. C'est ça l'obstacle à l'amour. Qui fait qu'on va en vouloir à l'autre. Qui fait qu'on va faire des reproches à l'autre. Qui fait qu'on va ne pas se sentir suffisamment aimé par l'autre. Tout ça, ce sont des signes d'incompréhension de l'autre, mais aussi de l'être humain en lui-même. Parce que connaître l'être humain, c'est connaître ce qui ne nous plaît pas chez l'être humain, mais qui pourtant a une raison d'être. Et aimer quelqu'un, c'est aimer ce qu'il est. Donc c'est aimer ce qui nous déplaît. Donc c'est aimer ce qui n'est pas dans notre intérêt. Mais on disait que l'amour était quelque chose d'impossible. Parce que l'amour, c'est vouloir être aimé par quelqu'un qui a la possibilité de ne pas nous aimer. Ça veut dire que quand tu aimes quelqu'un, tu as un penchant naturel à vouloir qu'il t'aime en retour. L'amour à sens unique, ça a ses limites. Mais sauf que si la personne, elle t'aime trop facilement, elle t'aime quoi que tu fasses. Autrement dit, si elle t'aime de façon inconditionnelle et que elle t'est acquise, eh bien, tu risques de moins l'aimer. Parce que tu as l'impression que la personne a perdu sa liberté de ne pas t'aimer. Et ce qui la rend désirable, c'est sa liberté, ce que Sartre appelle la transcendance, c'est sa liberté de ne pas ou de ne plus t'aimer. De te dire qu'à tout moment, elle peut t'échapper. Hein, personne ne tombe amoureux d'un robot. Personne ne tombe amoureux d'un automate. C'est-à-dire, personne ne tombe amoureux de quelqu'un qui est programmé à nous aimer. Parce qu'on a besoin de cette liberté de celui qui nous aime, sans quoi il n'est plus une personne, et donc sans quoi il n'est plus aimable. Très bonne, merci pour ta réponse. Et enfin, on a Naninette qui demande en quoi la philosophie peut-elle nous aider au quotidien? Alors, je ne sais pas si la philosophie peut nous aider au quotidien. Je dirais plutôt que la philosophie peut nous aider à mettre des mots sur ce que le quotidien nous fait comprendre. Souvent, on demande à la philosophie de nous donner des conseils et de nous aider à prendre des décisions dans la vie. J'ai tendance à croire que ça ne marche pas comme ça. J'ai tendance à croire qu'on prend des décisions et qu'ensuite, on va philosopher sur les décisions qu'on a prises. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer, de comprendre pourquoi on a fait ça. C'est rarement la raison philosophique qui guide nos choix. Ce sont d'autres facteurs. Je pense, là je donne un point de vue, c'est Charles Robin, l'être humain qui s'exprime, hein, qu'on soit bien d'accord. Et parfois, les décisions qu'on prend vont déployer leurs conséquences et puis on va pouvoir un jour en faire le bilan. Et la philosophie est là, à ce moment-là, pour nous aider à faire le bilan. C'est-à-dire à relier les points. Et à comprendre ce qui s'est passé, à comprendre le processus, à comprendre la logique qui s'est manifestée à ce moment-là.
Et la philosophie est souvent une sorte de page d'un livre qu'on relit parce qu'on ne l'avait pas comprise la première fois. Et grâce à l'expérience, là on peut comprendre. On peut comprendre ce que la philosophie a à nous dire. Parce qu'on a fait le processus, parce qu'on a fait le chemin, parce qu'on a vécu l'expérience. Mais pas avant. Un peu comme le conseil. Hein, tu sais, le bon conseil de l'ami que tu n'as jamais suivi. Parce que tu voulais faire les choses à ta façon. Et après coup, tu as compris pourquoi ce conseil était le bon. Mais quelque part, tant mieux que tu ne l'aies pas suivi, ce conseil. Parce que si tu l'avais suivi, tu aurais peut-être fait les choses bien, mais sans savoir pourquoi. Alors qu'en ne le suivant pas, bah, tu as fait quelque chose qui a pu entraîner un désagrément, faire quelque chose de mal. Mais maintenant, la leçon, tu l'as comprise. Tu sais pourquoi c'était quelque chose de mal. Tu sais pourquoi ça n'a pas marché. Et le conseil est souvent comme une leçon de philosophie. On en comprend la signification que quand on l'a déjà vécu. C'est-à-dire, on en comprend la signification quand on n'a plus besoin de la comprendre. Et toi, alors, c'est quoi la plus grande leçon de vie que tu as apprise? Que l'autre existe. Et que dans l'autre existe, les deux mots sont aussi importants l'un que l'autre. L'autre, c'est celui qui n'est pas moi. Et donc, c'est celui dont je dois respecter l'altérité. C'est celui dont c'est celui que je ne suis pas habilité à vouloir transformer en moi. C'est celui que je ne suis pas légitime à vouloir conformer, contrôler, formater, diriger. Et ça, c'est justement ce qui nous amène au verbe exister. L'autre existe. Et je dois respecter qu'il existe, tel qu'il choisit d'exister, même si ça ne me plaît pas. Je pense qu'on peut créer des apocalypses avec les autres en refusant tout simplement que l'autre existe. Et si tu avais une dernière pensée à transmettre, une phrase que tu voudrais qu'on retienne de toi, ce serait laquelle? Bah, ce serait ça. Ce serait n'oubliez jamais que l'autre existe. Et enfin, pour celles et ceux qui aimeraient découvrir la philosophie, mais qui la trouvent encore un petit peu aride et complexe, par où commencer? Quel auteur? Quelle première lecture tu recommanderais? Je le dis dans ma vidéo de présentation. Pendant des années, vous m'avez demandé par quel livre commencer la philosophie. Ben ça y est, j'ai une réponse. Blague à part, même si je le conseille parce qu'il est accessible au grand public, et c'est le but. Et il est assez complet. Sinon, généralement, je conseille les pensées pour moi-même de Marc Aurèle, parce que c'est un livre, là aussi, accessible, qui nous fait cheminer dans des questionnements sur le sens du monde, du rapport à l'autre, du rapport à soi, de l'acceptation, du bien et du mal, de ce qu'on est en fait. C'est-à-dire, moi j'aime beaucoup ces philosophes qui sont à la fois philosophes, à la fois psychologues, à la fois praticiens de la vie, et qui ne font pas que expliquer les choses. Ils expliquent pourquoi on a du mal à accepter qu'elles soient comme elles sont. Et ça, je trouve ça intéressant. Et Marc Aurèle se lit relativement facilement. Après, j'inviterai les gens, et là, ça peut être perçu comme un conseil plus étrange, mais je maintiens, qui veulent s'initier à la philosophie, d'acheter et de lire des abécédaires de philosophie. Je recommande d'ailleurs, et j'ai pas de partenariat commercial avec eux, le petit abécédaire, enfin qui n'est pas forcément petit d'ailleurs, qui s'appelle La philosophie de A à Z, aux éditions Hatier, qui permet de se familiariser avec le jargon philosophique, qui permet de comprendre qu'il y a des mots en philosophie qui veulent dire exactement le contraire de ce qu'ils veulent dire dans le langage courant, mais qui font, ces mots, qu'on est ensuite plus à l'aise dans l'écoute d'un enseignement, d'une conférence ou d'un podcast de philosophie. On se sent plus à l'aise. Voilà donc ce que je peux conseiller. Mon livre, Marc Aurèle, un abécédaire, on est pas mal. Ben merci Charles. Merci à toi. C'était hyper intéressant et dense. Super. Merci pour ton invitation. Ben merci à toi et merci pour tout le travail que tu fais aussi. C'est gentil.